Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Les mondiaux d'athlétisme à Doha, c'est un voyage en absurdie. Vous avez peut-être lu, vous aussi, cet article de l'envoyé spécial du Parisien au Qatar. Elle y décrivait des tribunes vides, des champions pris de malaise à cause de la chaleur, la climatisation à plein régime dans un stade découvert, un métro désert dont les Qataris eux-mêmes ignoraient l'existence. En lisant tout ça, on s'est demandé si le mondial de football pourrait vraiment être organisé au Qatar en 2022. Alors on a cherché la réponse avec cet envoyé spécial, Sandrine Lefebvre, et avec Laurent Perrin, l'un des spécialistes football du Parisien. Sandrine Lefebvre, vous avez couvert les mondiaux d'athlétisme à Doha, au Qatar pour le Parisien, la compétition qui se disputait entre le 27 septembre et le dimanche 6 octobre. Et ce qui vous a frappé, c'est la chaleur. Ne serait-ce qu'en sortant de l'aéroport, les lunettes ont été immédiatement embuées. J'avais un pull, je l'ai immédiatement retiré. Il était 6h30 du matin, il faisait déjà plus de 35 degrés. Combien est-ce qu'il faisait après dans la journée ? On a eu des pointes à 42, 43 et même 44 degrés un jour. La journée, on peut à peine sortir dans la rue, puisque dès qu'on marche, ne serait-ce que 100 mètres, 200 mètres, on a une sensation de brûlure. Et puis, la nuit tombe très tôt à Doha, à 5h30, il fait nuit. Et là, on se dit, chouette, voilà, le soleil n'est plus là, ça va aller mieux. Et en fait, pas du tout, parce que les températures baissent, mais le taux d'humidité remonte, et de manière assez vertigineuse, et des taux d'humidité aux alentours des 75-80%. Et du coup, le ressenti au niveau de la température est très très élevé. Il peut par exemple faire aux alentours de 30 degrés le soir avec un ressenti facilement de 38 degrés. Dans la nuit du 28 au 29 septembre, il y a eu l'épreuve du 50 km marche et ça vous a marqué. Alors, la marche est une épreuve qui se court à chaque championnat, mais qui se dispute généralement le matin. Le départ est donné aux alentours de 8h et puis ça se déroule comme le marathon en plein cœur de la ville. Et là, les Qataris avaient organisé ça le long de la corniche. Alors, il y a une immense corniche de 7 km qui va du centre-ville jusqu'à l'aéroport. Pour arriver sur ce site, on descend d'un bus climatisé, on arrive, on est d'un coup avec 38 degrés de ressenti, donc on se prend un coup de chaud, on est un petit peu comme dans un sauna avec une température un tout petit peu moins élevée qu'un sauna, mais on commence très vite à transpirer, il y a les lunettes qui sont embuées, on se demande comment on va pouvoir rester pendant plus de 3 heures dans cette atmosphère. Et puis, on se retrouve dans un endroit où généralement les Qataris organisent leur fête nationale tous les ans. Une très très grande tribune blanche en marbre qui est absolument magnifique. Et là, ce qui était assez troublant, c'est qu'elle était totalement vide. C'était 23h30, mais généralement, voilà, ça crée une petite ambiance, le 50 km marche. Là, il n'y avait pas de spectateurs, il n'y avait pas non plus de VIP. Il y avait des serveurs endimanchés qui étaient avec leur plateau et qui attendaient désespérément qu'il y ait quelqu'un qui vienne s'asseoir dans cette tribune. Et pendant cette épreuve, vous avez vu le champion du monde en titre, le Français Yoann Diniz, abandonner la compétition. Pour les épreuves hors stade, le marathon et la marche, pour eux, c'était à 23h30 dehors, avec un taux d'humidité extrême. Et du coup, Yoann Diniz a très vite senti que ça allait être très très compliqué. Et effectivement, on l'a vu partir dans les premiers kilomètres et faire bonne figure. Et très très vite, on a compris qu'il irait sans doute pas au bout parce qu'on a vu qu'il décrochait, qu'il était de moins en moins rapide. Et puis le visage commençait à être marqué. Et au 19e kilomètre, il est passé devant l'endroit où se trouvaient les entraîneurs de l'équipe de France. Il a enjambé la barrière de sécurité et puis on a compris que là, c'était terminé. On a fait notre travail, les journalistes, on a été le voir. Et il nous a demandé quelques minutes un petit peu pour récupérer. Et puis on a vu, et il nous disait, oh là là, mais là, je me sens pas bien, je vais m'asseoir parce que là, vraiment, ça va pas bien. Il s'asseyait. Il se relevait, il venait nous dire qu'il n'était pas prêt à encaisser, physiquement encaisser un 50 km marche. Puis il partait se rasseoir en disant non mais là vraiment, je vais pas bien. Au début, je suis parti très prudemment. Et puis là, tu vois, déjà j'ai du mal à parler, donc j'ai pas de souffle, quoi, les jambes coupées. Là, je commence déjà à avoir la tête qui tourne, donc on va voir la température, voilà, combien j'étais. Mais j'ai eu un gros coup de chaud de toute façon quand je suis rentré dans les toilettes. Et puis tu vois, là je suis pas au top de toute façon, là, je suis pas. Donc valait mieux peut-être pas que je fasse 50 bornes.
Il était chancelant, il titubait, il était... voilà, on avait même nous peur qu'à un moment donné, il tombe devant nous, qu'il s'effondre tellement qu'il n'était pas bien. Et d'autant qu'on a vu dans ce décor surréaliste, donc on est en pleine nuit, avec personne autour, on a chaud, on est comme dans un sauna, et puis on voyait les marcheurs qui avaient abandonné, allongés sur des voiturettes de golf transformées en ambulance. On les voyait passer, et puis on avait l'impression qu'au fur et à mesure, ces voiturettes ramassaient sur le parcours les marcheurs qui tombaient. On voit tous que c'est une catastrophe, qu'il n'y a personne dans les tribunes, que la chaleur n'est pas du tout adaptée. On n'a pas vraiment mis les athlètes en avant en organisant des championnats ici. On les a surtout mis en difficulté. Dans l'ensemble, peu de spectateurs sont venus assister à ces mondiaux d'athlétisme. Les journalistes anglais ont révélé qu'il y avait 50 000 billets pour l'ensemble des épreuves qui avaient été vendues. Alors quand on sait que le Khalifa Stadium contient 40 000 places assises, on imagine très facilement ce que sur l'ensemble des championnats du monde ça peut donner. Et en fait, le premier jour, la compétition commençait le vendredi en fin d'après-midi. Et on est arrivé au stade et il y avait quelques bénévoles, quelques officiels, même dans les tribunes VIP qui sont généralement bien remplies. Là, elle était aux 3/4 vide. Et en 2 mots, qui est venu assister aux épreuves du coup ? Alors au départ, c'était quelques fans d'athlétisme, parce qu'il y a des familles de sportifs qui sont venus. Et puis donc les 2 premiers jours, y compris pour la finale du 100 mètres. Alors la finale du 100 mètres, c'est le temps fort de ces championnats du monde. On a vu des finales du 100 mètres se dérouler avec 70 000, voire même 80 000 spectateurs. Et là, officieusement, il y avait 8 000 spectateurs dans le stade. Donc ça sonnait très très creux pour la victoire de Christian Coleman. Et du coup, les Qataris, un peu piqués au vif, se sont mis à nous trouver des spectateurs. Et le lundi, on a vu des bus arriver par dizaines devant le stade et descendaient des groupes d'hommes. Donc il y avait des militaires, il y avait des étudiants, il y avait également des travailleurs. Pour que ça fasse bien au niveau des images de retransmission télé, on leur mettait des t-shirts rouges, bleus, verts, jaunes et on les dispersait comme ça un petit peu partout dans le stade. Ces mondiaux ont aussi été très critiqués au niveau écologique. Décrivez-nous ce qui a été mis en place au niveau de la climatisation. Alors c'est la première fois qu'il y a des championnats du monde et même une compétition d'athlétisme qui était organisée dans un stade en plein air avec de la climatisation. Parce que le Khalifa Stadium de Doha, c'est pas du tout un stade qui est fermé. On est dedans, c'est un stade à ciel ouvert. On rentre, on traverse donc le parc. Il fait environ 35-40 degrés. Et on pénètre dans ce stade et d'un coup, il fait 24 degrés. Et pour comprendre la climatisation, donc tout autour de la piste, il y a des grosses bouches d'aération qui étaient disposées tout autour de la piste. Il y en avait également au milieu des tribunes. Selon les ingénieurs, la dépense énergétique se rapproche de celle d'un aéroport, mais pour quelques heures seulement. Et dans la salle des machines, on estime que cette technologie sera utile à d'autres stades dans un futur proche. On nous avait expliqué que la climatisation ne fonctionnerait qu'avant les compétitions. Et en fait, il n'en a rien été. Et si bien qu'on s'était devenu un petit rituel avec les confrères, on avait tellement froid dans le stade qu'on sortait du stade pour aller se réchauffer. Donc c'était assez ubuesque parce que d'habitude, on rentre à l'intérieur d'une enceinte pour avoir moins froid. Et là, c'était le contraire. Pour avoir moins froid, on sortait dehors. Est-ce que vous auriez envie, Sandrine Lefebvre, de retourner au Qatar, par exemple, pour le Mondial 2022 ? J'aimerais bien y retourner pour voir un petit peu si le Qatar a appris des dysfonctionnements des mondiaux de hand en 2015 et des dysfonctionnements des mondiaux en 2019. Voilà, je me dis qu'ils sont en train d'apprendre et que peut-être qu'ils vont nous faire une Coupe du Monde de football dont tout le monde se souviendra. On va voir maintenant comment le Mondial 2022 a été attribué au Qatar. Avec vous, Laurent Perrin, spécialiste football au Parisien. Le Qatar a vraiment tout fait pour obtenir l'organisation de la Coupe du Monde. Même Zinedine Zidane a été recruté. Il y a quelque chose de particulier avec le Qatar. Ils veulent toujours ce qu'il y a de mieux. Et en 2010, dans le monde du football, ce qui se fait de mieux, c'est Zinedine Zidane. Alors, le champion du monde 98 va venir à Zurich, il va venir prendre la parole à la tribune pour dire juste une petite phrase. Je soutiens le Qatar 2022. Petite phrase qui va lui rapporter 1 million d'euros. Ça a peut-être eu sa petite influence. En tout cas, en termes d'image, c'était un énorme coup.
Et le 2 décembre 2010, la Fédération internationale, la FIFA, est réunie à Zurich où elle siège pour trancher. Le comité exécutif de la FIFA désigne les pays hôtes pour les Coupes du Monde 2018 et 2022. Il y avait 5 pays candidats à l'organisation de la Coupe du Monde 2022. Il y avait un grand favori, les États-Unis, qui avaient déjà organisé la Coupe du Monde en 1994. Voilà, les États-Unis, c'est un dossier, c'est béton, il y a beaucoup d'argent, toutes les infrastructures sont prêtes. Et puis, il y avait l'outsider, le Qatar, c'est-à-dire un pays qui n'est pas du tout un pays de foot, qui n'a pas de savoir-faire particulier, qui n'a pas de stade. Et puis, contre toute attente, c'est le Qatar qui l'emporte. 14 voix contre 8. Et là, très vite, il va y avoir des suspicions. Barack Obama lui-même va parler de mauvaises décisions de la part de la FIFA. Tout le monde reste un peu sceptique sur ce choix. Quelle est la suspicion, clairement ? C'est que certains votants ont été achetés. Dès le lendemain, le 3 décembre, la BBC et le Sunday Times affirment que certains votants ont perçu de l'argent pour donner leur voix au Qatar. Ça va faire beaucoup parler, mais surtout, ça va attirer l'attention de certains enquêteurs aux États-Unis. Le FBI va enquêter. Ils vont se mettre à suivre un personnage assez croustillant qui s'appelle Chuck Blazer, qui est secrétaire général de la Confédération américaine. Et puis, ce personnage, sous la pression du FBI, va lâcher les noms. Il va lâcher le nom de son président, lâcher le nom du président de la Confédération asiatique, qui ont touché des pots de vin énormes. Il explique que oui, il y a des valises de billets qui ont été apportées pour soudoyer les votants, influencer leur vote. Peu à peu, tout le système va s'effondrer. Sur les 22 personnes qui ont pris part au vote pour désigner le Qatar lors de ce vote à la FIFA en 2010, il y en a 16 qui ont été radiés. Pas tous par rapport au Qatar, mais qui ont été radiés pour des malversations diverses liées au football. C'est là qu'on voit à quel point le système FIFA était gangréné. Qu'est-ce que les enquêtes ont donné concrètement au niveau judiciaire ? En ce qui concerne l'ancien président de la Confédération nord-américaine, lui il s'est retrouvé en prison. Le président de la Confédération asiatique qui était un Qatarien, lui il a été radié à vie de toute fonction dans le football. Il y a eu du ménage qui a été fait. Après, je ne peux pas vous affirmer que tout soit propre au niveau de la FIFA aujourd'hui. C'est un fait reconnu par la justice que l'attribution du mondial au Qatar a été achetée. Oui, à différents degrés. Alors, il n'y a pas eu que des valises de billets, il y a aussi des échanges de bons procédés. Sepp Blatter, l'ancien président de la FIFA, dira plus tard que cette désignation a été une désignation politique qui a été faite sous la pression de certains grands pays comme la France et l'Allemagne, parce que derrière, il y avait des enjeux commerciaux. Et justement, on va apprendre plus tard que le 23 novembre 2010, quelques jours donc avant le vote du 2 décembre 2010 à Zurich, un déjeuner important sur ce dossier s'est déroulé à l'Élysée en présence du président de l'époque, Nicolas Sarkozy. Déjeuner organisé par le président de la République. On retrouve le prince Tamim, qui est devenu en 2013 l'émir du Qatar. On retrouve Michel Platini, à l'époque président de l'UEFA, qui prendra part au vote pour désigner le pays hôte en 2022. Et puis Sébastien Bazin, beaucoup moins connu, qui est à l'époque président de Colony Capital. Colony Capital, c'est l'actionnaire du PSG. Alors qu'est-ce qui se dit pendant ce déjeuner ? Le président dit grosso modo que ce serait bien que le Qatar investisse dans une télévision et crée une chaîne de télévision sportive en France. Il demande au prince de regarder si il peut racheter le PSG et faire du PSG un grand club. Et puis en contrepartie, il suggère à Michel Platini de soutenir la candidature du Qatar en 2022. Ce déjeuner, il est dans le collimateur de la justice française ? Tout à fait, puisque le parquet national financier poursuit son enquête sur l'attribution litigieuse de cette Coupe du Monde 2022. Michel Platini a été mis en garde à vue au mois de juin dans le cadre de cette enquête. On ne sait pas encore sur quoi ça pourrait déboucher, mais Platini, ancien président de l'UEFA, dont la suspension a été levée très récemment, pourrait ne pas pouvoir revenir sur le devant de la scène à cause de cette enquête. Le 2 décembre 2010, on apprend que la Russie va organiser le mondial 2018, le Qatar le mondial 2022, et tout de suite, tout le monde se demande comment on va pouvoir jouer au football l'été au Qatar. Les Qatariens, très vite, ils avaient mis dans leur dossier de candidature l'idée de construire des stades climatisés. Mais en revanche, ce qu'ils n'avaient pas vraiment envisagé, c'est qu'est-ce qu'on fait des nombreux supporters qui vont se déplacer une fois que les matchs sont terminés ? Parce que balader 1,5 million de personnes sous 40 degrés,
franchement, c'est pas l'idéal, surtout s'ils doivent boire un peu d'alcool, ce qui arrive souvent pendant les Coupes du Monde. Donc évidemment, les dates classiques de la Coupe du Monde, c'est-à-dire juin-juillet, vont très vite faire débat. C'est pas facile, parce que si on décale les dates de la Coupe du Monde, il faut décaler les dates de toutes les compétitions, notamment la Ligue des Champions, qui est une des compétitions les plus lucratives. Il va y avoir des discussions pendant près de 3 ans et demi, et puis en 2015, il va y avoir l'aval pour organiser cette Coupe du Monde au mois de novembre et de décembre 2022. En France, une poignée d'élus appellent aujourd'hui au boycott du Mondial 2022 au Qatar. Ces mondiaux sont une hérésie sportive, mais aussi écologique. Je veux aussi dénoncer l'esclavage, les conditions de travail infernales et les centaines d'ouvriers indiens et népalais déjà morts sur les chantiers titanesques dans la perspective de la Coupe du Monde de football 2022, qui se tiendra pour la première fois en hiver dans 8 enceintes climatisées. Est-ce qu'on peut revenir en arrière aujourd'hui ? Évidemment non. D'ailleurs, ils l'ont dit eux-mêmes. Personne en France, on ne va pas boycotter cette Coupe du Monde. Eux, ils ont fait ça pour attirer l'attention sur toutes les anomalies qu'engendre cette Coupe du Monde pour alimenter le débat. Comment la FIFA va s'adapter déjà en ce qui concerne la chaleur ? Déjà, du fait d'avoir changé les dates, ça règle beaucoup de problèmes. On parle beaucoup de l'aberration énergétique que représente la climatisation dans les stades. Il faut savoir que les Qatariens pensent ne pas avoir recours à cette climatisation, puisque entre les mois de novembre et décembre, il fait entre 20 et 30 degrés au Qatar. Donc entre 20 et 30 degrés, pas besoin de clim. Donc déjà, ça fait un problème de moins. Même si c'est quand même dommage pour les supporters de foot qui peuvent souvent se déplacer grâce aux vacances scolaires d'été. Ça, c'est un vrai problème. On le voit sur les Coupes du Monde de rugby qui se déroulent en général entre septembre et octobre. C'est pareil, hein, on ne voit pas beaucoup de familles se déplacer, il y a beaucoup de gens, les séjours sont plus courts. Donc de ce point de vue-là, oui, c'est un vrai problème. Après, n'ayez aucune crainte, les stades seront remplis. Parce qu'une Coupe du Monde de foot, ça attire des gens du monde entier. Il y a des gens qui sont prêts à payer très cher pour assister à un match. Est-ce que les supporters de foot pourront boire de l'alcool, même s'ils ne viennent pas que pour ça? Souvent, effectivement, ça accompagne les mondiaux. Alors oui, ils pourront boire de l'alcool. C'est pas anecdotique, c'est également très important pour la FIFA parce que l'un des grands sponsors de la FIFA, c'est Budweiser. Et Budweiser, évidemment, s'ils donnent beaucoup d'argent à la FIFA, il faut qu'ils puissent vendre leur bière sur les lieux de la Coupe du Monde. Donc oui, les supporters pourront boire de l'alcool au Qatar. Ils peuvent déjà en boire aujourd'hui dans les hôtels, dans les bars. Mais il y aura surtout d'immenses fan zones où là, à peu près tout sera permis. Il y aura d'énormes paquebots qui vont être acheminés près de Doha, où là, ça va être un peu open bar, où tout le monde va pouvoir faire ce qu'il veut. Grosso modo, au Qatar, vous pouvez boire de l'alcool. Ce qui sera interdit, c'est quand vous serez ivre, d'être au contact de la population qatarienne. C'est-à-dire qu'à un moment, quand vous serez ivre, il va falloir que vous restiez dans votre coin. C'est pour ça que l'inquiétude sur cette Coupe du Monde est plus une inquiétude de choc culturel qu'une inquiétude d'organisation. Laurent Perrin, on a titré cet épisode « Chronique d'un fiasco annoncé ». Si on se résume, ce n'est pas votre sentiment? En termes d'organisation, moi je suis sûr que ça se passera bien. Tout simplement parce que à partir d'un certain moment, c'est la FIFA qui prend la main. Et la FIFA, en termes d'organisation, c'est un savoir-faire absolument parfait. C'est-à-dire que si la FIFA décide qu'il faut 35 panneaux entre la sortie du métro et le stade, il n'y en aura pas 34. Il y en aura 35. C'est pas la première fois qu'il y a beaucoup d'inquiétudes avant l'organisation d'une Coupe du Monde. Il y en a eu avant l'Afrique du Sud, avant le Brésil, avant la Russie. À chaque fois, tout s'est bien passé. On en reparlera en 2022, mais vous verrez, tout se passera bien. Merci à Sandrine Lefebvre et Laurent Perrin. Dossier préparé et produit par Clara Garnier-Amouroux. Réalisation Alexandre Ferreira. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible sur leparisien.fr, toutes les applis de podcast, mais aussi Deezer et Spotify. Vous pouvez dialoguer avec nous par Twitter ou à l'adresse codesource@leparisien.fr.